La TVT au cœur de l'information. Le 8 décembre, le Togo va abriter la 60e session du conseil d'administration de l'OAPI. Avant cette session des ministres, les experts sont en réunion à Lomé. L'INAM met en service une nouvelle liste de médicaments pour renforcer l'efficacité de soins des assurés. La nouvelle offre entre en vigueur à partir de ce 1er décembre 2020. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Vous le saurez tout à l'heure. Et le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. Le Togo fait des efforts remarquables dans la riposte au VIH-Sida. Le taux de prévalence a baissé. Et la situation de la maladie à l'heure du Covid-19 à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le Togo va abriter les travaux de la 60e session du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ce sera le 8 décembre prochain à Lomé. Mais avant, les experts des 17 pays membres planchent depuis ce matin sur les questions liées au développement de l'institution. Les précisions avec Christine Petit-Kialoudé. Les idées et les inventions sont souvent objets de contrefaçon ou de piraterie. Elles bénéficient désormais des droits exclusifs pour leur protection. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI renforce ses outils de modernisation. Des experts des 17 États membres examinent le sujet. Il s'agit notamment de la proposition de mécanismes de financement de l'innovation, de l'invention et le règlement d'application de l'accord de Bangui. On va présenter aussi un certain nombre de nouvelles dispositions. Nous avons un nouveau traité qui va rentrer en vigueur en début d'année 2021. Il est aussi question de préparer tous les actes d'entrée en vigueur de ce nouveau traité. Lorsqu'un inventeur va nous déposer son invention, le nouveau traité va nous permettre d'aller examiner dans le fond l'efficacité de son invention. Ce rendez-vous annuel est également celui du bilan des réalisations des représentations nationales de l'OAPI. On a des certificats des brevets qui sont enregistrés par les Togolais. On a des marques qui sont enregistrées. On a des noms commerciaux qui sont enregistrés. Et en matière d'indication géographique, le riz de Corvier a été identifié comme le premier produit togolais qui peut être engagé dans la procédure des indications géographiques. Exemple de brevet, on a un compatriote qui a fait le dépôt d'un produit contre Covid. Le dossier a été transmis à l'OAPI. Quand vous prenez la Foufou Mix, c'est une invention qui a été brevetée d'abord avant que l'invention ne puisse rentrer en industrie. Système de réglage automatique du gaz, ça c'est aussi une invention qui a été déposée et qui a été traitée par l'OAPI. Le brevet même a été déjà délivré. Le Togo fait des efforts. Et en décembre passé, notre structure a eu le premier prix de la meilleure SNL des États membres. Par an, dans l'ensemble des États membres, nous avons à peu près 600 inventions faites par nos compatriotes qui sont pour la plupart des inventions de qualité. Et justement pour les encourager, l'organisation subventionne à plus de 80% les frais d'enregistrement de ces inventions-là. Les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, les droits d'auteur et autres titres déterminent d'autres sources de pouvoir socio-économique selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Pour le secrétaire général Talim Abbé, il sera question de proposer aux administrateurs des solutions susceptibles de renforcer la résilience de l'OAPI et d'améliorer l'utilisation du système de propriété intellectuelle dans les 17 pays de l'organisation. Une nouvelle liste de médicaments remboursables par l'assurance maladie en vigueur depuis ce 1er décembre. L'Institut national de l'assurance maladie INAM a rendu publique l'information. Que vise concrètement ce changement de régime?
Augustin Kossi, précision. Komlan est un assuré de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Ce matin, il est venu pour une entente préalable ou tout autre service. Comme les autres, c'est d'ici que la nouvelle parvient à leur oreille. L'INAM actualise sa base de remboursement. Il introduit une nouvelle liste de médicaments remboursables par l'assurance maladie publique. Et ce, à partir de ce 1er décembre. Je pense que c'est le plus beau cadeau que l'INAM a offert à ses assureurs cette fin d'année. Intégrer d'autres produits, ça ne ferait que renforcer le coût de corps des clients. Mon souhait, c'est que la plupart des médicaments qu'on prescrit aux assurés soient sur la nouvelle liste pour que tout le monde soit content. C'est un nouvel outil de gestion technique de l'assurance maladie au Togo. Il simplifie les bases de remboursement, allège les procédures de prise en charge et facilite la substitution des produits en pharmacie. Mais qu'est-ce qui est de nouveau dans ce régime? Des médicaments identiques ont le même remboursement par rapport à l'ancienne liste où chaque médicament avait sa base de remboursement. Cette fois-ci, pour les mêmes médicaments, la base de remboursement est une et une seule. La seconde chose, c'est que ces bases de remboursement sont fixées à partir des prix des médicaments les plus prescrits et les plus dispensés en pharmacie. Donc, ce qui fait qu'on s'attend à ce que, au bout de la chaîne, le bénéficiaire, l'assuré INAM, soit satisfait. Cette fois-ci, le support de la liste est un applicatif que nous appelons Presta Plus et qui permettra au prescripteur de choisir dans un groupe de médicaments identiques le moins 10 ans pour le patient, pour qu'il n'ait pas en pharmacie à payer trop. L'ancienne liste est entrée en vigueur le 1er juin 2015. 5 ans après, le Togo opte pour l'impératif de la qualité des soins. La première catégorie, c'est la satisfaction du bénéficiaire, déclinée en 2 points. Le premier point, c'est la qualité des médicaments, s'assurer que dans la liste, c'est des listes comportent les médicaments de qualité. Et le second point, c'est la réduction du reste à charge. La deuxième grande catégorie, c'est l'équilibre du régime. Le Togo va vers une couverture maladie universelle. Et déjà, au moment où on faisait cette liste-là, on avait intégré cette vision dans cette liste. Donc, cette liste fera que cette couverture universelle sera soutenable. Pour les 3 parties prenantes, les prescripteurs, c'est d'intégrer davantage, ils le font déjà, la notion d'efficience dans la prescription des médicaments. Pour les pharmaciens, c'est l'accompagnement et le conseil de nos assurés. Pour les assurés, c'est la patience. Un régime d'assurance maladie équilibré et viable. Cela passe par des soins de qualité, l'allègement des dépenses et la garantie d'un régime périn, ce qui doit conduire progressivement le Togo vers une couverture maladie universelle. Santé toujours pour poursuivre cette édition. Le Togo fait des efforts considérables en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et le 1er décembre de chaque année est dédié à la riposte contre le mal dans le monde. Le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a animé ce jour une conférence débat sur le sujet. La 32e édition porte sur le thème Solidarité internationale et responsabilité partagée. Islam de Guimou Iliagba Nyandao. Pour la 32e fois, la journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida est célébrée au Togo. Avec les acteurs de la santé, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, CNLS, a tenu cette séance d'échange autour du combat contre le sida rendu compliqué cette année par la pandémie du Covid-19. La lutte contre le VIH-Sida a été impactée par la pandémie du Covid, avec un ralentissement des activités de mise en œuvre sur le terrain. On a connu quelques difficultés en matière d'approvisionnement des intrants, mais globalement, nous sommes activés avec les partenaires techniques financiers pour trouver de nouvelles stratégies et des solutions afin d'offrir les services aux populations clés, notamment les personnes vivant avec le VIH,
la PTME et les jeunes. Ainsi, nous avons actuellement près de 80 000 malades au Togo qui sont sous traitement antirétroviral, plus de 84% de taux de couverture en matière de prévention de transmission mère-enfant. Et en matière d'accès aux soins, nous avons 97% des PVH qui sont arrimés aux soins. C'est également l'occasion pour les acteurs de sensibiliser les uns et les autres sur les inconvénients de la stigmatisation et l'importance de faire le test de dépistage du VIH. Le Togo maintient en ce jour sa stabilité avec un taux de prévalence d'environ 2,1% depuis 2005. Les personnes vivant avec le VIH-Sida tournent autour de 114 000, tous sexes confondus. Le taux de prévalence au VIH-Sida est de 2,1% depuis décembre 2019. Le monde entier est sous le choc du Covid-19. La pandémie a fait des centaines de milliers de morts. Et c'est dans ce contexte que les dirigeants du continent et du monde luttent contre le Covid-19. Comment se fait la prise en charge des PVVIH au Togo à l'heure du Covid-19? Clarisse Attiquet, précision. Selon les spécialistes en santé, les cas de décès causés par la pandémie au coronavirus sont surtout dus au faible système immunitaire des personnes infectées. Les personnes vivant avec le VIH font partie de ce groupe vulnérable. Pour les protéger, les structures de prise en charge mettent l'accent sur le respect des mesures barrières. Ici, au centre médical Aide et Charité, la dispensation des ARV est désormais trimestrielle en ce temps de pandémie au coronavirus. Par rapport à la pandémie qui sévit actuellement, le service s'est organisé pour pouvoir mettre en place un système, d'abord pour faciliter la prise en charge de nos patients sur le site et ainsi aussi pour les protéger en adoptant certaines mesures et pour pouvoir vraiment les protéger contre cette pandémie. Donc ici d'abord à l'arrivée nous avons mis en place un système de lavage des mains qui sont à l'entrée et aussi à l'accueil. Donc juste après en même temps nous passons rapidement en consultation sur le foyer médical, mais tout en respectant la distanciation sociale, c'est-à-dire on ne prend pas beaucoup de personnes en même temps. Et à peine 5 à 10 minutes en consultation médicale, et juste après, vous passez en même temps en dispensation pour la prise des ARV. Donc au niveau de la dispensation aussi, en attente, il n'y a pas vraiment d'attente puisque ça passe rapidement au niveau de la consultation. Dès que la personne vient, il fait à peine 5 minutes au maximum pour être servi et reparti. Et nous exigeons également que nos patients portent le masque quand ils sont là. Nous savons que nos patients sont des personnes vulnérables. Étant donné qu'ils ont déjà un système immunitaire assez faible, nous devons vraiment prendre sur nous le soin de prendre soin d'eux et pour qu'ils vraiment ne soient pas exposés à cette pandémie-là. Donc c'est pour nous une grande responsabilité de pouvoir prendre cette mesure-là pour pouvoir vraiment préserver leur vie et donc du coup préserver nos bénéficiaires. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous leur disons de respecter scrupuleusement les mesures barrières et aussi c'est d'être beaucoup plus observants par rapport à la prise de leurs médicaments qui permet d'augmenter le niveau de leur système immunitaire. Les structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et les organisations de la société civile offrent également à domicile des soins au PVVIH. Ces dernières bénéficient également de dépistage et de séances d'éducation thérapeutique à domicile pour limiter au mieux leur déplacement. Des patients qui ont un niveau immunitaire très faible, qui sont jugés par les cliniciens d'avoir une immunitaire très faible. Donc pour ces patients-là, nous ne voudons plus forcément qu'ils viennent au centre. Donc nous avons mis en place un système de dispensation à domicile. Donc il y a des agents qu'on appelle les médiateurs, des agents communautaires, et même les cliniciens eux-mêmes aussi se déplacent pour aller leur apporter les soins à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation multi-mois. Selon les nouvelles directives que le Togo a élaborées d'une manière consensuelle avec tous les acteurs, nous devons distribuer les médicaments de 3 à 6 mois. Mais nous n'avons pas de stock assez suffisant pour pouvoir le faire. Mais nous avons démarré la dispensation de 3 mois et la dispensation communautaire. Nous rappelons chaque matin dans notre entretien matinal IEC, information, éducation, communication, pour que ces personnes-là puissent respecter les mesures barrières que le gouvernement a prônées. Les personnes vivant avec le VIH-Sida, tout comme les diabétiques, les hypertendus et ceux qui souffrent de maladies rénales chroniques, sont invités à plus de vigilance face au Covid-19. Ceci en intégrant les mesures barrières dans leurs habitudes quotidiennes.
Et je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour mardi 1er décembre 2020. Le nombre de cas confirmés est de 2997, 23 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2515. 37 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 418. Le nombre de décès est de 64. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. La prévalence au VIH-Sida a connu une baisse sensible au Togo, mais attention, il ne faut pas baisser les bras. La lutte doit être quotidienne, et surtout en cette période du Covid-19. Quelle est la situation réelle du VIH-Sida au Togo aujourd'hui? Islam Deguenou et Liagba Nyandao. Au cours de cette année, le dépistage et l'accès aux antirétroviraux se sont heurtés à des difficultés dues à l'avènement du Covid-19. La pandémie a ralenti les activités du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles sur l'ensemble du territoire national. Les sensibilisations de masse y compris. Néanmoins, le Togo n'a pas relâché dans la lutte contre le sida, dont le seul moyen de prévention aujourd'hui demeure la connaissance de son statut sérologique. Les gens ne sont pas responsables seulement pour leur propre santé et pour leur propre bien-être, mais ils ont aussi une responsabilité dans la communauté pour le bien-être et la bonne santé des autres personnes dans la société. Il faut d'abord féliciter le gouvernement pour les actions qui ont été prises. Les recommandations qu'on fait pour les pays, c'est s'occuper justement beaucoup des inégalités qui existent au niveau de la population togolaise. Il est clair qu'il y a aussi bien des inégalités par rapport au genre de personnes concernées, il y a des inégalités socio-économiques et tout ça doit être pris en charge ou doit être pris en compte quand on élabore des programmes qui visent aussi bien à prendre en charge les personnes vivant avec le VIH que de prendre en charge les personnes avec le Covid-19. Le Covid-19 rend plus vulnérables les personnes atteintes du sida. Selon le CNLS, les personnes vivant avec le sida doivent être conscientes de leur état et continuer de suivre les prescriptions médicales au risque d'aggraver leur état de santé. Le principal défi, c'est vraiment changer nos stratégies classiques en s'appuyant sur la communauté, la société civile. Aussi décentraliser au maximum les services de dépistage et de charge virale pour tous les districts afin de réduire la distance que parcourent les malades pour avoir accès au laboratoire. Et l'autre défi majeur aussi pour toucher les jeunes, c'est vraiment de penser à passer par les réseaux sociaux. À ce jour, 38 millions de personnes sont infectées au VIH-Sida dans le monde selon l'ONU-Sida. Parmi eux, 1,7 million de nouvelles infections enregistrées en 2019 avec près de 700 000 décès. Raison de plus pour que la lutte contre le sida soit renforcée à tous les niveaux pour éradiquer la maladie d'ici à 2030. À la CET, Compagnie Énergie électrique du Togo, l'on a aussi célébré le 1er décembre, Journée mondiale du sida. La CET accompagne l'ONG Arc-en-Ciel dans la lutte. Les réflexions portées sur la meilleure stratégie à mettre en place pour l'efficacité de la lutte contre le VIH-Sida et le Covid-19. Karine Olanlo. La compagnie Énergie électrique du Togo CET vole au secours des personnes vivant avec le VIH-Sida. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du sida, la CET va aux côtés de l'ONG Arc-en-Ciel pour sensibiliser une fois de plus les populations sur le soutien moral à apporter au PV-VIH-Sida. Malgré le contexte tendu lié au Covid-19, il est recommandé ici à tous de se soutenir mutuellement. Cette année, le thème retenu sur le plan mondial, c'est solidarité internationale et responsabilité partagée. Donc, lutte contre le VIH dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Alors, donc, comment nous allons faire? Venir
en soutien à toutes les personnes qui sont infectées. L'ONG Arc-en-Ciel intervient dans la prévention et les services de prise en charge médicale des PV-VIH. Afin de soutenir ces actions, la CET l'accompagne financièrement. Chaque année, nous soutenons une ONG de la place sur toute l'étendue du territoire qui lutte contre le VIH-Sida. Cette année, le choix est porté sur Arc-en-Ciel. C'est une action sociale tournante. Les médicaments seuls ne peuvent pas aider les personnes à vivre en bonne santé. Il faut qu'on les soutienne un peu avec les kits alimentaires pour pouvoir vivre solidement et longtemps. Tous les ans, depuis 11 ans, au 1er décembre de chaque année, la CET mène des actions internes dans la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est à travers des campagnes de sensibilisation à Lomé et à l'intérieur du pays. Au cours de la primature, deux personnalités reçues en audience à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a d'abord échangé avec la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, et Madame Cécile de Dravo Zinzindoué, et puis avec l'ambassadrice du Sénégal au Togo, Madame Bineta Samba, en fin de mission. La synthèse de ces deux audiences avec Yves Agbivivi. En séjour à Lomé, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Mme Victoire Tomega-Dogbe. La teneur du colloque qu'elle organise les 9 et 10 décembre prochains sur le thème « La responsabilité civile et pénale des gouvernants » était au menu des échanges. Nous devons être des modèles de compétences non seulement pour les filles, mais également pour les populations africaines, déclare Mme Cécile de Dravo en félicitant Mme le Premier ministre. J'ai d'abord présenté toutes mes félicitations à Mme le Premier ministre. J'ai aussi porté à l'attention de Mme le Premier ministre l'admiration, la solidarité et l'espoir que suscite sa nomination en tant que femme à la tête du gouvernement togolais. Et Madame le Premier ministre, elle m'a dit aussi, en tant que sœur, toute son admiration. La seconde entrevue avec l'ambassadrice du Sénégal au Togo en fin de mission a porté sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Togo. Cette coopération est orientée ces derniers temps, selon la diplomate Bineta Sambaba, beaucoup plus vers l'économie et la culture. En 2018, pratiquement une cinquantaine de Sénégalais, opérateurs économiques, sont venus ici, à Lomé. Sur le volet maintenant culturel, on avait prévu un jumelage entre la ville de Agny, d'ici, et Joal, qui est la ville natale du premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Et les préparatifs étaient vraiment au point. Il ne restait plus qu'à fixer la date. Malheureusement encore, Covid est arrivé. Donc dès que Covid sera parti, le jumelage là aura lieu à Joal. Même Madame le Premier ministre a magnifié ce dynamisme de cette coopération sud-sud. Jumelage entre la ville d'Agny au Togo et Joal au Sénégal dans le cadre de la coopération sud-sud. L'initiative est ici saluée par Madame le Premier ministre. Elle se concrétisera dans la période post-Covid-19. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise rappelle que pour s'assurer de la potabilité de toutes les eaux destinées à la consommation humaine et garantir la santé des consommateurs, la production et la commercialisation de ces eaux par les réseaux privés sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministère. L'obtention intervient après avis du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources. À cet effet, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise informe les producteurs des eaux en sachets et en bouteilles que le dit comité reprendra ses activités de contrôle sur toute l'étendue du territoire national à partir du 15 décembre 2020.
Il invite toute la population en général et les producteurs d'eau conditionnée en particulier à œuvrer pour le bon déroulement de ces activités qui s'inscrivent dans la poursuite des efforts du gouvernement visant à améliorer de façon durable les conditions de vie des populations. C'est signé le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Le site de Koutamakou au cœur d'une séance de sensibilisation à Kara. C'est une activité organisée par la direction du patrimoine culturel à l'intention des cadres de l'administration publique pour les amener à œuvrer davantage dans la sauvegarde de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nestor Mouzou. Les Sikiens ou Tata, un habitat du peuple Batamariba ou Tamberma au nord-est de Kanté dans l'Akiran. Cet habitat a une architecture de forteresse. Du fait de cette spécificité, il a été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis le 30 juin 2004. Pour préserver cet habitat, un site a été choisi, celui de Koutamakou, pour le répliquer. Depuis, Koutamakou et ses environs sont devenus une zone touristique. Mais comment sauvegarder ce site pour éviter son déclassement? La question préoccupe la direction du patrimoine culturel. Celle-ci a entrepris une campagne de sensibilisation. À cette séance à Kara, elle a rencontré les cadres de l'administration publique. Sensibiliser les cadres administratifs des ministères revient à dire qu'il faut porter l'élément Koutamakou au niveau de tout le monde. Il faut que les décideurs, à travers les ministères, sachent que Koutamakou est un bien culturel classé patrimoine mondial. Quels sont les avantages pour la population de classer un patrimoine? Vous voyez qu'il y a plusieurs avantages. D'abord, la fierté de faire venir les gens sur le site. Il faut que les Togolais visitent le site eux-mêmes. En visitant, est-ce qu'il n'y aura pas des retombées? Il y a des retombées directes et des retombées indirectes. Au-delà des communications, il est prévu une sortie de terrain pour permettre aux participants de toucher du doigt les réalités. Dans l'organisation de ces activités, la direction du patrimoine culturel bénéficie de l'appui financier des partenaires tels que l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial et le Fonds pour le patrimoine mondial africain, partenaires que le préfet de la COSA, Hemo Badjeba Bakali, a remercié pour l'intérêt qu'ils accordent à la promotion et à la valorisation de la culture togolaise. La commune Agouanivé 1 veut présenter un aspect plus attrayant. Agouanivé Chim est le projet qui porte ce rêve. De jeunes entrepreneurs vont élaborer des projets qui accrochent et les meilleurs seront retenus. 120 jeunes représentants en 9 villages s'approprient des prérequis pour se lancer dans la course. Yasmine Kodia. Les jeunes d'Agouanivé engagés pour la gestion participative de leur localité. 120 jeunes de 39 localités d'Agouanivé 1 s'approprient les compétences nécessaires pour entreprendre des actions et adopter des valeurs citoyennes pour le bien-être de leur cadre de vie. À la fin de cette formation, nous sommes sûrs et certains d'être sélectionnés et aussi avoir un meilleur projet pour le développement de notre quartier. Par rapport à la formation, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la citoyenneté. Nous allons essayer de montrer à nos frères et sœurs dans la localité comment ça se fait. Et après ça, nous allons essayer de créer un projet. Pour bien exécuter et faire sortir de meilleurs projets dans les règles de l'art, les acteurs du projet Agouanivé Chim donnent ici les techniques communicationnelles, les thématiques sur les valeurs citoyennes et la manière d'établir un plan d'affaires. Le projet Agouanivé Chim a une de ses phases cruciales qui est celle de la formation. Les participants à cette formation vont être entretenus sur un certain nombre de thématiques telles que l'environnement et le business, travailler sur les techniques de recherche de financement. Ils vont également apprendre à faire des pitchs. Les pitchs, c'est les techniques communicationnelles qui permettent de vendre son projet auprès de financeurs potentiels. Il y a cette dimension entrepreneuriale à laquelle on veut initier les jeunes pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent poser un autre regard sur leur environnement et dénicher des opportunités d'affaires. Ce projet, selon la promotrice, va permettre aux jeunes d'avoir l'habileté nécessaire pour la gestion de la chose publique. Nous savons aujourd'hui que la fonction publique n'absorbe plus les jeunes qui sortent des écoles. Il faudrait que les jeunes s'auto-emploient. Il faut renforcer leurs capacités en termes d'élaboration de projets.
Et c'est pour cela que nous avons décidé de les aider en leur faisant suivre une formation sur la gestion de l'environnement, sur la citoyenneté et sur l'entrepreneuriat. À l'issue de cette formation, 5 meilleurs projets seront retenus et bénéficieront de l'appui financier du partenaire Casespic IF. Après avoir visité les services relevant de son département à Lomé, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation est à l'intérieur du pays. Elle effectue une tournée de prise de contact. Elle est allée expliquer à ses collaborateurs la feuille de route du département. Nous écoutons à Djouville, en à Pédo, à Nakoma. Les directions régionales constituent les bras les plus stratégiques et opérationnels de notre département en matière d'intervention sur le terrain au profit de nos groupes cibles. À ce titre, il était important de venir les galvaniser pour qu'elles se sentent d'abord considérées, valorisées et concernées par la nouvelle feuille de route qui nous est assignée. Maintenant que nous avons une vue précise et fonctionnelle de nos services de l'intérieur, nous repartons avec beaucoup de satisfaction. Nouveau coup de filet de la police nationale, 9 présumés braqueurs, tous d'origine nigériane, ont été appréhendés. C'est un réseau qui a pour mission de dérober d'importantes sommes d'argent aux victimes qui souvent reviennent des opérations bancaires. Uricha Mega et Kwesala. Ils se sont donnés pour mission de braquer à main armée et de dérober des sommes importantes à leurs victimes qui reviennent généralement des opérations bancaires. 9 individus, tous de nationalité nigériane, n'ont pas pu échapper cette fois-ci au filet de la police. Tout a commencé le samedi 21 novembre 2020 dans les environs de Pogan et Avepozo. Le dispositif de surveillance mis en place a permis d'y repérer le samedi 21 novembre 2020 aux environs de 17h les nommés Nwachukwu Chinemerem alias Boma, Obumneke Nabuo alias Obu et Tochukwu Igwe. Suivis, ces 3 compères vont conduire les enquêteurs à l'hôtel Domino Palace à Avepozo le lundi 23 novembre 2020. Dans un ghetto à Avepozo, ces 5 complices, en compagnie de 2 autres individus, les nommés Nwakpa Timothy, alias Friday, et Ahamefule Ifeanyi, en train de planifier un braquage qu'ils voulaient perpétrer le même jour dans la capitale. La descente dans l'hôtel Domino Palace, après leur interpellation, va permettre d'y retrouver et d'interpeller leurs complices, les nommés Oluzo Shibuko et Onora et Peter. La fouille minutieuse de cet hôtel va permettre de découvrir un pistolet automatique avec son chargeur et 12 munitions de 9 mm, ainsi que 3 motos dont ces braqueurs se servent pour opérer. La fouille minutieuse des motos a permis de retrouver un second pistolet automatique soigneusement dissimulé dans le siège de l'une des motos. Les nommés Onora Pita et Aluzor Shibuko ont formellement reconnu être les auteurs de 2 braquages. Il s'agit du braquage perpétré le 12 novembre 2020 à hauteur de la microfinance CK au quartier Nkafu, où les malfrats ont emporté une somme de 2 millions de francs CFA, et celui du 21 novembre 2020 perpétré au quartier d'Idjolé. Des victimes, ils en ont fait assez. Celle-ci a bien voulu nous livrer les faits. Je me suis rendue à la BTC Yedjranaoui et j'ai fait une opération. J'ai pris 2 millions et je devais faire une seconde opération à la CK8. J'étais avec le chauffeur de l'entreprise. Je suis juste descendue. En même temps, j'entends par derrière tirer mon sac. Donc, heureusement pour moi, le sac s'est vite coupé. Et dès que le sac s'est coupé, ça m'a balancé, je suis tombée. Jusqu'à ce que je me relève pour crier. J'ai entendu les coups de feu. Come to September, I did 4 people.
Je suis arrivé à Lomé au mois de septembre à la demande de mes amis. Ils m'ont dit que c'était pour des affaires qui rapportent assez et qui sont très bénéfiques. J'ignorais que je venais ici pour me livrer aux actes criminels du genre. La stratégie mise en place par ces malfrats est ici révélée. Le mode opératoire de ces groupes de malfrats, qui s'organisent généralement en 2 binômes, au guidon et en groupe de 2 motos, consiste à introduire un complice à l'intérieur d'une banque pour surveiller les clients venus faire des retraits pendant que 3 autres attendent à l'extérieur. Lorsque le complice à l'intérieur de la banque identifie une victime cible, il appelle ceux qui sont à l'extérieur pour la leur décrire. La police nationale remercie la population pour sa franche collaboration et l'appelle à la vigilance, surtout en ces moments de fête de fin d'année. Elle attire l'attention des gérants d'hôtels sur l'obligation de remplir les fiches individuelles de police et leur recommande vivement de dénoncer aux forces de sécurité tout passage suspect. Ces individus interpellés ainsi que les gérants d'hôtels et auberges qui auraient facilité la commission de ces crimes seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes conformément à la loi. Exposition d'œuvres d'art. 4 artistes plasticiens contemporains ont présenté leurs chefs-d'œuvre à la galerie AF. L'événement est dénommé Regard sur empreinte. L'exposition véhicule tant de messages et c'est pour tout le mois de décembre. Magloire Akwe, Esther Laclé. Peinture, photographie, modelage, assemblage de tissus et diverses matières passées à la résine transparente et une série d'œuvres essentiellement composées de tissus dignes. Voici la composition des œuvres à cette exposition collective Regard sur empreinte. L'exposition rassemble 4 des meilleurs artistes plasticiens togolais, dont 2 ont été récemment lauréats du Fonds d'aide à la culture 2020. Les visiteurs sont très curieux et ils nous ont demandé la question sur la technique. C'est une exposition qui se situe dans le cadre de la mouvance du développement durable. Ici, les critères de sélection de ces artistes plasticiens et les perspectives d'avenir de la galerie AF sont aussi exposés au public. Tous les artistes qui ont été conduits à cette exposition sont des artistes déjà qui ont fait leur empreinte en art contemporain, que ce soit au Togo ou à l'extérieur. Et en fait, c'est un peu le retour à la maison. Et c'était pour remarquer notre empreinte. En cette période de pandémie au coronavirus, soutien et accompagnement de ces artistes sont encore les bienvenus. J'avais envie de découvrir ce lieu, qui est un lieu très actif dans la promotion des artistes togolais. Ma présence ce soir, c'est pour témoigner mon soutien aux artistes togolais qui exposent ou qui sont en résidence d'artistes sur d'autres lieux et qui en tout cas connaissent aujourd'hui par temps de Covid une situation difficile aussi pour défendre leurs conditions et leur métier. De par leur talent, ces artistes font rayonner le Togo un peu partout dans le monde. La galerie AF est spécialisée dans l'art contemporain et l'art premier et est ouverte au Togo depuis plus de 2 décennies. De cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.